Merci d'être venus en si grand nombre, parfois de loin. Enfin, merci pour votre présence. Par souci de transparence, je voulais juste commencer cette soirée par présenter les organisatrices de la soirée. Il s'agit de ma collègue ici présente, Tamlin Chibert-Ullmann, et moi-même, Louisa Diaz. J'ai 36 ans, je suis enseignante dans le post-obligatoire, et ma collègue est traductrice pour le canton de Berne. Excusez-moi. En gros, on a 36 ans toutes les deux. Ma collègue est donc traductrice et je suis enseignante. Avant fin février, on ne se connaissait pas. Nous nous sommes croisés sur des commentaires interposés sur les réseaux sociaux concernant évidemment la 5G. Et l'idée a germé de créer cette soirée, puisque nous avons constaté un certain nombre d'éléments, surtout que la thématique était extrêmement importante et que finalement la population manquait d'informations. Et par conséquent, nous avons décidé d'organiser cette soirée avec vous pour essayer d'obtenir un peu plus d'éléments sur ces questions. Alors d'une part, nous avons lu, j'imagine à peu près tous, un certain nombre de documents, notamment ce rapport de 170 scientifiques qui a été adressé aux Nations Unies, qui était plutôt alarmant, il faut le dire, mais également les recommandations de la FMH, des médecins donc suisses, qui est paru l'année passée en mars 2018, et qui soulignait le besoin de prendre en considération la nécessité de précaution concernant cette nouvelle technologie. Nous avons été également interpellés par le fait que la Confédération a vendu une concession aux 3 principaux opérateurs téléphoniques de notre pays, alors même que la loi n'autorise pour le moment pas, donc l'ordonnance fédérale ORNI n'autorise pour le moment pas le déploiement de cette technologie, etc. Et puis, il faut aussi dire que les médias sont parfois un peu induisent en confusion, puisque le 26 mars dernier, Le Temps publiait un article en 10 points parlant de cette technologie qui se voulait plutôt rassurant, et dans la même journée expliquait comment diminuer son exposition aux ondes. Évidemment, cela posait quelques questions. Ainsi, à défaut d'avoir des informations claires, et voyant qu'elles ne nous parvenaient pas par les médias officiels ou politiques, nous avons donc décidé d'aller chercher ces informations. Alors, à nouveau, par souci de transparence, il vous faut savoir que nous avons contacté l'Université de Genève, l'Université de Lausanne, l'École d'ingénieurs de Fribourg et celle d'Yverdon, en espérant obtenir des réponses auprès de chercheurs, auprès de professeurs et auprès d'académiciens. Et au final, aucun n'a désiré se présenter ce soir pour en parler, pour la simple et bonne raison que l'état de la recherche, pour le moment, ne permet pas de mesurer ou la dangerosité ou l'innocuité de cette technologie. Par contre, nous avons eu énormément de chance, puisque les messieurs ici présents, messieurs Bodenman et Dubochet, ont eux accepté de relever ce défi et de venir ce soir devant vous en parler. Quoi qu'il en soit, donc, ces autres spécialistes que nous avons contactés ont néanmoins souligné la nécessité de respecter le principe de précaution et aussi d'attendre le rapport qui est attendu pour cet été de l'Office fédéral de l'environnement avant de déployer cette technologie, alors que, je le rappelle, les concessions ont déjà été vendues. Bref, nous étions bien embêtés. Et nous voulions vraiment, Tamlin et moi-même, obtenir des clarifications autant que possible. Et c'est pour cette raison que donc, nos invités sont ici présents ce soir. Je les remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir fait le déplacement bénévolement, je tiens à le préciser. Afin, je l'espère, de nous informer un tout petit peu plus et en détail sur toutes ces questions. Alors, je voulais juste encore préciser quelques points. Monsieur Dubochet, qui était donc présent hier sur Infrarouge, si vous avez regardé l'émission, n'est pas opposé à la 5G, mais est en attente d'études sérieuses pour pouvoir se positionner. Et monsieur Bodenman, lui, par contre, s'oppose au déploiement de cette technologie. À titre personnel, j'estime être capable de prendre position avec les informations objectives qui vont être présentées ce soir, pour me faire une idée. Et il vous appartient également, à vous tous ce soir, de vous renseigner et de vous faire un avis, j'espère, à l'issue de cette soirée. Nous avons également la chance d'accueillir un éthicien et chercheur à l'Université de Genève et de Lausanne, monsieur Dimitri Andronikos, qui a accepté de modérer la discussion qui suivra le débat de ce soir. Donc merci à toi d'être également parmi nous. Et je vais céder tout de suite la parole à nos invités.
pour qu'ils se présentent et présentent également leur champ professionnel. Et puis, enfin, qu'ils nous présentent qu'est-ce que c'est que cette technologie 5G, et nous pourrons ensuite passer à la discussion. Toute question sera évidemment la bienvenue dans la mesure où chacun et chacune respecte les principes de base de courtoisie. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire avec le micro. Vous m'entendez bien ? Ok. Merci d'être venus si nombreux. Je ne m'attendais franchement pas à ça. Je crois que c'est la première fois que j'ai une salle aussi remplie que ça, où il y a même des gens assis par terre. Je suis désolé qu'il n'y ait pas plus de chaises. On n'avait vraiment pas prévu qu'il y ait tant de monde. Je crois que la publicité a été hyper efficace. Et puis, c'est un peu aussi dans l'air du temps. Il y a des choses qui bougent et puis les gens se mobilisent. Et puis, je trouve ça génial. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Olivier Bodenman. Je suis ingénieur électricien IPFL. J'ai fait 30 ans dans l'industrie. Et voilà, là, je me suis réorienté vers d'autres choses qui me paraissaient plus utiles que de produire des systèmes radio d'ailleurs, parce que je travaillais chez Logitech, en voilà un, donc je travaillais là-dedans, et puis c'est pas suite à un questionnement par rapport à ça, mais c'est la vie qui a fait que je me suis intéressé à ça. Je connais une personne qui est intolérante aux ondes électromagnétiques, et puis du coup je me suis intéressé à la problématique, et puis ça a donné tout ce que vous pouvez voir. Si vous allez voir sur le site Electrosmogtech, j'essaye de donner des conseils, de renseigner les gens pour leur donner le maximum d'informations pour qu'ils puissent un peu mieux se débrouiller dans cette jungle peuplée de petits diablotins comme ça, qui nous aident beaucoup, mais qui peuvent également péjorer notre santé. Donc, comme l'a dit Louisa, merci Louisa pour l'introduction. Merci Tameline pour l'organisation et puis tout ce que vous avez fait les deux, c'est fantastique. Merci Dimitri pour la modération. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je m'affiche en tant que personne contre la 5G pour d'autres raisons que purement des histoires de santé. Donc, mon opposition n'est pas uniquement due au fait que je pense que c'est vraiment mauvais pour la santé, puis que du coup, le rapport qui va être rendu en été n'impactera probablement pas ma décision, parce qu'elle est prise d'après d'autres critères que je vous exposerai plus tard. Voilà. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit des petits gris-gris pour vous protéger des ondes, ou que ce soit des conseils ou des expertises ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun intérêt commercial là-dedans. Je fais ça bénévolement parce que j'estime que c'est un devoir d'information à la population. Voilà. Alors, je cède la parole à Pierre. Merci Pierre. Merci. Bonsoir. Merci. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus. Ça fait plaisir de vous voir, de savoir cet intérêt pour cette technologie. Donc, je suis Pierre Dubochet, je suis ingénieur radio, spécialisé dans la protection des personnes face au rayonnement non ionisant. J'ai commencé par faire de la radio il y a bien longtemps. C'était quelque chose qui m'a passionné. J'ai fait quelques années, après j'ai arrêté, je me suis perfectionné, je suis revenu quelques années, j'étais chef technique, et puis ensuite j'ai ouvert une entreprise de multimédia dans les services numériques. Donc là, j'ai une relation, chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a des notions d'économie, il y a des notions de secret professionnel, ce genre de choses qui aussi font évoluer mon discours par rapport à notamment la 5G, le fait que beaucoup de fichiers circulent partout, parce que la confidentialité des données est quelque chose qui devient assez important dans certains secteurs. Et puis, tout allait bien dans ma vie. Quand on apprend la radio, les métiers techniques, on a des notions de risque de choc électrique, comme vous, de ce qui peut arriver quand on touche des câbles sous tension. Mais je n'avais pas eu d'informations sur les risques des effets des rayonnements non ionisants, des ondes, des radiofréquences. Parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop quand j'ai fait les cours.
Et puis, un moment, j'ai emménagé dans un immeuble avec mon ex-compagne et j'ai eu des troubles qui ont commencé petit à petit. À l'époque, je faisais beaucoup de sport. Ma qualité de vie et ensuite certains symptômes, ma qualité de vie s'est dégradée. J'ai eu certains symptômes que j'ai reliés à l'exposition aux ondes bien plus tard, à peu près 1 an et demi après, alors que je ne veux pas trop évoquer ça, mais j'ai réussi vraiment à tisser ce lien entre l'exposition. Je me suis trouvé pendant à peu près 1 année à dormir 3 heures par nuit. Donc vous imaginez un état de grand épuisement et je me réveillais tous les matins à la même heure, à la même minute. Il y avait un certain nombre de choses très bizarres. J'ai commencé à étudier tout ça. J'ai établi cette relation avec du matériel de mesure. J'ai commencé à en parler autour de moi. On m'a demandé d'en parler. Et voilà, finalement, je me suis dit que je pouvais aussi continuer à informer les gens, faire profiter les autres de cette expérience que j'avais. Je considère que c'est un avantage d'avoir vécu ça, de l'avoir senti et de le sentir parfois dans mon corps, parce que ça permet, quand vous avez quelqu'un qui est dans le déni, d'opposer des arguments, de savoir pourquoi c'est complexe et de pouvoir en parler. Je crois qu'un premier point qui est vraiment très important, c'est qu'on est en interaction avec le vivant, et que le vivant est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, il y a des gens qui prétendent avoir tout compris. Quand on dit une chose est inoffensive, ça voudrait dire on a tout compris finalement du vivant. Là, on sait que nous sommes des êtres électriques, que tout ce que nous faisons est quelque part électrique. Et donc, quand on est dans des environnements qui envoient des ondes, ça paraît quand même assez logique de se dire qu'il peut y avoir un certain nombre d'interactions. C'est pour ça que vous êtes là et que je suis là ce soir. Donc, on va développer tout ça. Alors, l'électrosmog, quel que c'est, je ne sais pas si Pierre, tu as envie de dire quelques mots à ce sujet. Qu'est-ce que c'est pour toi avec l'électrosmog ? C'est quelque chose de très vaste. Comme j'ai dit avant, il y a la téléphonie mobile. On va parler de 5G ce soir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas que, ou il n'y aura pas que la 5G. Il y a à l'heure actuelle énormément de choses qui nous entourent, partout. Et la plupart du temps, on n'a pas forcément idée d'où sont ces problèmes. Donc on a tendance, quand les gens habitent à côté d'une ligne haute tension, ils vont dire, si j'ai des problèmes, on dit mes problèmes, ça vient de la ligne haute tension. Quand on a un pylône de téléphonie mobile, on dit c'est ça, etc. En réalité, il y a tout un rayonnement qui existe parce que nous avons de l'électricité partout dans nos vies. Donc brièvement, il y a des basses fréquences. On ne va pas être trop compliqué, mais vous expliquer 2 ou 3 petites choses quand même. On est obligé d'employer certains mots. Des basses fréquences qui sont transmises, par exemple ici, vous avez des lampes, autour des câbles, on a un champ électrique, un champ magnétique qui rayonne. Dans les installations à la maison, les distances sont relativement courtes. Les basses fréquences qu'on a chez soi ne portent pas à très grande distance. Je veux dire, grosso modo, à 2 mètres, il ne se passe plus grand-chose. Il y a les lignes de train, le champ magnétique à proximité et les lignes à haute tension. Et puis, il y a les radiofréquences ou les hautes fréquences qui se déplacent à des distances beaucoup plus grandes avec une petite énergie, une petite pile. On peut porter à quelques centaines de mètres. Et là-dedans, nous avons toutes sortes de technologies qui sont le Wi-Fi, la téléphonie mobile à l'heure actuelle, avec dans certains endroits encore la 2G, la 3 et la 4G. Et puis il y a d'autres technologies aussi qui impactent, qu'on peut voir en Suisse romande. Il y a des radars tournants, qui sont des radars météo, des radars au niveau de l'aviation, par exemple, qui ont une portée à quelques kilomètres, qui peuvent avoir des influences biologiques. Tous ces phénomènes-là qui nous impactent petit à petit et qu'on appelle le rayonnement non ionisant, qui est une bande de fréquence assez grande. Et tous ces rayonnements ont, disons, une constante qui peut le faire, qui influence notre biologie, c'est parce qu'ils ont une composante basse fréquence. Environ 12 types de rayonnements différents nous touchent, à peu près tous de façon plus ou moins importante en cours de journée, en fonction de l'endroit où on habite, de l'endroit où on travaille. Alors évidemment, il faut pouvoir le quantifier et ça se fait au moyen de mesures. On a amené quelques appareils de mesure. Principalement, il y a 2 unités. On mesure soit en microwatts par mètre carré
ou par centimètre carré. Ça peut être des watts aussi par mètre carré ou par centimètre carré. Ça dépend de l'intensité de l'onde. Et puis ça, c'est une mesure en fait de puissance, d'intensité. Puis il y a une mesure en fait du champ électrique, de la composante électrique du champ électromagnétique. Et ça, c'est en volts par mètre. Alors moi, personnellement, j'utilise les volts par mètre et Pierre plutôt les microwatts par mètre carré parce qu'il a des appareils qui donnent préférentiellement des microwatts par mètre carré. Mais il y a des formules pour passer de l'un à l'autre. Il y a un convertisseur qui existe sur Internet. Il y a le lien à la fin. Donc ici, voilà, on parle en volts par mètre souvent dans cette présentation parce que j'ai vu que dans les analyses officielles ou les spécifications officielles, l'ORNI, tout ça, l'ordonnance sur le rayonnement non ionisant, on parle en volts par mètre. Donc là, la norme européenne, donc je l'ai arrondi, c'est 61, là j'ai mis 60 pour fixer les idées. C'est 60 volts par mètre, c'est franchement énorme. Ça a été fixé à l'époque parce qu'on a fait des mesures d'échauffement dans les tissus, puis qu'on est arrivé à cette valeur-là. En Suisse, puis ça, les opérateurs vous le répéteront à l'envi, c'est 6 volts par mètre. Donc ils disent oui, c'est 10 fois moins, donc principe de précaution et tout. Oui, on a appliqué un principe de précaution. Malheureusement, c'est pas vraiment suffisant. Parce que, par exemple, selon les normes allemandes de la biologie de l'habitat, on serait plutôt dans les 0,06. Donc c'est encore 100 fois moins. Effectivement, 6 volts par mètre qui sont dans les lieux à utilisation sensible. Ça veut dire les chambres où on peut se trouver dans les appartements, dans les écoles, les hôpitaux, dans la rue. La rue n'est pas un endroit sensible, mais c'est un endroit où on peut passer beaucoup de temps. Je pense aussi à des endroits comme des champs, des paysans, ou des vignerons, ou etc. peuvent avoir des surfaces qui ne sont pas des endroits où on passe du temps. Les églises, ne sont pas des endroits où on passe du temps. Et donc là, la limite est de 60 volts par mètre. Ce qui se passe, c'est que ça veut dire que si vous passez une partie de votre temps dans l'espace public, vous pouvez être soumis à ces champs de 60 volts par mètre qui sont absolument colossaux et comme vous voyez la différence par rapport à des normes un petit peu plus sécuritaires. Juste pour faire cette précision, donc en Suisse, il y a des endroits où il y a 60 volts par mètre et dans les habitats, la limite est à 6 volts par mètre. Et c'est là qu'il y a un petit peu de soucis à se faire parce que actuellement, avec la 5G, on essaye plutôt de monter cette limite. Donc ça veut dire que cette limite-là de 6 volts par mètre, ici, l'État souhaiterait la monter à 20 environ, quoi. Alors, ils n'ont pas le droit parce qu'il y a eu des votations, on leur a interdit de le faire via nos élus. Merci à eux. Mais du coup, l'État essaye de modifier la façon de mesurer de manière à pouvoir obtenir ça de manière détournée. L'électrosmog, qu'est-ce que ça fait ? Voilà, ça peut déclencher plein de choses, des maux de tête, des acouphènes, la nervosité, des insomnies, des pertes de mémoire, de la confusion, des palpitations cardiaques, puis aussi des brûlures, des picotements, de l'eczéma, des choses comme ça. Et puis alors évidemment, on peut avoir des cas graves où on peut arriver jusqu'à des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, cancer ou diabète. Alors, on peut devenir effectivement intolérant au rayonnement électromagnétique suite à une exposition trop longue ou trop intense, et puis il y a un effet d'accumulation qui est important. Donc, ça ne va pas se déclarer en 2 heures, il faudra peut-être même des années d'exposition pour que ça vous arrive. La question de la sensibilité, c'est le fait de ressentir, on pense au sens humain, et ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Quand on est dans les rayonnements électromagnétiques, on aura l'occasion d'expliquer peut-être un petit peu ça plus tard. Donc, comme j'ai dit avant, nous sommes des êtres électriques. Une partie de nos cellules nerveuses reçoivent ces signaux. Elles traitent ces signaux parce qu'elles ne savent pas faire autrement. Hein, c'est leur fonction. Ensuite, elles ont des actions au niveau des substances chimiques qui équilibrent notre corps, chaque fois entre des phénomènes qui tendent à augmenter ou à diminuer certaines valeurs. Et ces échanges, quand on est dans des rayonnements électromagnétiques, commencent à prendre de plus en plus d'ampleur dans le corps. C'est une action, hein, c'est une réaction par rapport à quelque chose qui prend donc des ressources
qui crée des déséquilibres et qui finit par demander aussi aux glandes endocrines de faire des compensations par rapport à des phénomènes inflammatoires qui se développent, un petit peu comme quand vous avez un coup de soleil, c'est un peu la même chose. Vous avez le rayonnement du soleil qui est trop fort, qui vient sur votre corps, il y a des réactions excessives qui se passent, et puis il faut engager des phénomènes de réparation, de reconstruction, par rapport à ces inflammations. Ensuite, il y a le système immunitaire qui est aussi, lui, sollicité par rapport à ces dégâts qui arrivent dans le corps. Et quand les réparations n'arrivent plus à se faire de façon normale dans le corps, quand vous êtes trop exposé, c'est-à-dire que quand, sur une certaine période, votre organisme n'arrive pas à faire face à la limite d'exposition qui est la vôtre, mais qui est différente pour chaque personne, à ce moment-là, des déséquilibres se créent. Ça veut dire que l'homéostasie dans le corps n'est plus garantie, les fonctions, je dirais, ordinaires sont altérées, et à ce moment-là, vous commencez à voir des symptômes qui se passent. Ça veut dire que votre corps ne peut plus garder son fonctionnement ordinaire. Et ce qu'on dit, les gens hypersensibles, en fait, ils ont une sorte de capacité à ressentir ces effets plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà dans des états d'inflammation relativement grands. Et donc, ils ressentent certains phénomènes dans leur corps. On peut illustrer ça par le fait que quand vous avez un coup de soleil, si vous êtes bien brûlé sur une certaine surface, vous avez peut-être fait cette expérience, vous êtes beaucoup plus sensible après au rayonnement infrarouge. Si vous allez quelques heures après vous doucher, par exemple, passer près d'un radiateur, que sais-je, vous sentez tout de suite beaucoup plus le chaud. Parce que la fréquence en question a fait une réaction sur une partie de vos tissus et il est plus sensible. Donc les gens... Il y a des gens qui ressentent ça beaucoup plus fort, mais en fin de compte, cette partie, à partir du moment où le corps n'arrive plus à faire face au rayonnement, eh bien on entre en intolérance. Ça veut dire que le corps n'a pas soit la bonne réaction, n'arrive plus à la faire parce que les glandes sont épuisées, ou soit il fait une réaction qui est inappropriée parce que les rayonnements changent partout, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et le corps ne réagit pas de la bonne façon. Donc l'intolérance, elle se comprend comme une intolérance au gluten ou à d'autres choses. En fait, ça n'a rien à voir avec la tête. Le corps, le physique, n'arrive pas à s'adapter à un agent physique extérieur. Parce que quand on dit hypersensibilité, il faut savoir que dans les ondes, il y a aussi une sensibilité au magnétisme. Et donc, électrosensibilité, c'est une sensibilité électrique. Donc, quelqu'un qui est à côté d'une ligne à haute tension, il aura plutôt, lui, une magnéto-hypersensibilité. Et ensuite, hyper, ça veut dire un peu plus que la moyenne. Mais comme on n'a pas de chiffres, on ne sait pas vraiment ce qu'est la moyenne. Alors, je veux juste décrire brièvement une expérience que j'ai pu faire en fait avec une personne. C'est ça qu'en fait, c'était un petit peu le déclencheur. C'est ça qui m'a motivé à continuer ces recherches en fait dans tout ce qui était l'hypersensibilité à l'électromagnétisme, donc l'intolérance, parce qu'en fait, cette personne, c'était assez particulier. Je ne m'attendais pas du tout à faire cette expérience. En fait, elle a utilisé cet ordinateur-là. En fait, parce que moi, je n'en utilisais un autre, et puis il n'y avait que celui-là qui était libre. Je lui ai dit de l'utiliser. D'abord, elle ne voulait pas, parce qu'elle m'a dit « Oui, mais il est mal relié à la Terre, du coup, il y a du champ électrique, mais elle ne supportait pas. » Je lui ai dit « Si, j'ai rajouté un troisième fil. Maintenant, j'ai une prise correcte avec mise à la Terre, donc il n'y avait pas de souci. » Puis elle m'a dit « Ouais, mais tu as coupé le Wi-Fi ?» J'ai dit « Oui, regarde, le Wi-Fi est coupé. » Elle commence à l'utiliser, puis elle me dit « Mais je sens des brûlures dans les doigts. » Je dis « Bon, bizarre, parce que je lui dis « Mais regarde, le Wi-Fi, il est coupé. » Et puis elle réessaye, puis elle m'a dit « Mais je suis désolé, moi j'ai des brûlures dans les doigts, je ne peux pas utiliser cet appareil. » Je lui ai dit « Mais écoute, c'est pas possible. » Puis je lui ai montré avec cet appareil, j'ai fait la mesure. Je lui ai dit « Mais regarde, il n'y a rien. » Et puis au moment où je lui montre qu'il n'y a rien, il y avait quelque chose. J'ai lu quelque chose sur le cadran de l'appareil. Alors je lui ai dit autant pour moi, je suis désolé, il y avait effectivement quelque chose, mais je ne comprends pas, le Wi-Fi est débranché. Et j'ai investigué un petit peu plus loin, j'ai vu qu'il y avait le Bluetooth qui était enclenché sur la machine et je ne le savais pas. Du coup, là, on a pu, par hasard, faire une expérience en double aveugle, ce qui m'a convaincu que ce n'était pas du tout un truc dans la tête, parce que là, j'ai coupé le Bluetooth, elle a réessayé, puis elle m'a dit « Ah ouais, maintenant, c'est bon. » Puis là, ce qui est particulier, c'est que j'avais affaire à une personne qui a pu sentir instantanément enclencher, déclencher, ce qui d'habitude n'est pas le cas. Très souvent, les gens qui ont des intolérances, ça peut mettre des heures, voire des jours à se manifester. Et puis, chez elle, là, en tout cas, la brûlure sur les doigts, elle l'a sentie tout de suite, mais elle ressent d'autres symptômes, des brûlures sur tout le corps, comme ça, quand elle est surexposée aux ondes, et ça peut rester longtemps.
On reparlera encore des autres problèmes. Donc, encore une fois, on n'est pas en principe hyper sensible aux ondes, donc on n'a pas ce syndrome d'intolérance qui est tout de suite là, mais il peut y avoir une surexposition aux ondes ou des modifications biochimiques qui peuvent l'expliquer. Ces phénomènes d'intolérance, ce que j'ai observé, c'est qu'ils se produisent plus facilement quand on est longtemps exposé à une certaine fréquence. Ça veut dire que quand vous êtes exposé à de la 2G ou de la 3G ou 4G ou du Wi-Fi ou des lignes de traction CFF ou de la radio DAB, vous avez des inflammations qui sont différentes dans le corps parce que la modulation est différente. Et les phénomènes qui se produisent dans le corps sont différents. Notre corps les interprète différemment. Et donc, cette partie d'inflammation, si à un moment votre corps est surchargé, certains éléments de l'organisme sont surchargés, par exemple par de la 3G chez vous, et qu'au niveau professionnel, vous êtes exposé à une 4G, pendant ce temps que vous êtes exposé à la 4G, votre organisme peut rattraper certaines inflammations de la 3G et vice-versa. Ce qui fait que vous pouvez, résister plus facilement. Les phénomènes d'intolérance vont arriver beaucoup plus vite quand vous avez sur une certaine partie du corps la même fréquence qui vient. Si chez vous, il y a de la 3G et au niveau professionnel, vous avez aussi de la 3G qui est assez forte, à ce moment-là, votre organisme est toujours sollicité par cette fréquence. C'est toujours une même partie des cellules qui sont exposées. Et vous avez plus de facilité de vous trouver en inflammation. On a plus de cas avec le Wi-Fi, qui est une onde qui est plus, qui agit plus facilement sur les tissus nerveux. Je vais parler un petit peu aussi de tout ça tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est une onde qui, en étant moins puissante, peut déclencher un certain nombre de choses. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'ondes, oui, ça épuise un peu l'organisme, mais d'un autre côté, ça présente un risque tout à fait différent que si nous sommes exposés à un seul type d'onde qui serait ubiquitaire. Disons, si on avait, entre guillemets, que de la 4G partout pour dire uniquement ce type d'onde, eh bien, pour notre organisme, ça serait beaucoup plus difficile de se réparer. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui entrent en intolérance justement parce que dans leur vie, ils se trouvent exposés en permanence à certains types de signaux et que leur corps n'arrive tout simplement pas à compléter à terminer les réparations entre deux expositions. Et au fil du temps, eh bien, les inflammations augmentent. Oui, il y a aussi le problème qu'en général, il y a 3G, 4G sur la même antenne, puis si on a du Wi-Fi chez soi, on a la totale, quoi. Voilà. Donc au sujet de l'intolérance aux ondes, je vous encourage à aller voir elle est toujours présente là sur YouTube, la fameuse émission de la TSR qui avait eu lieu il y a, je crois, 1 année et demie ou peut-être 2 ans maintenant. J'insiste sur le fait que le problème de cette intolérance, c'est qu'après, on peut plus travailler, quoi, parce que évidemment, on peut plus supporter d'être dans l'environnement où tout le monde travaille, avec les Natel, le Wi-Fi, etc. Ça devient très compliqué. Et en Suisse, ça n'est pas reconnu. Et c'est une des craintes par rapport à la 5G, c'est que ça augmente ce nombre de personnes qui deviennent intolérantes et puis que du coup, après, on va faire face à des gros problèmes. Cette intolérance est reconnue dans certains pays et il y a des médecins spécialisés. Donc il y a la docteur Escalam à Colombier en Suisse, docteur Bellepomme à Paris, docteur Tournesac à Nyon. Il y en a d'autres, mais je ne les connais pas forcément. En France, maintenant, le Wi-Fi est interdit dans les crèches, limité dans les écoles. Et il y a plusieurs écoles dans le monde qui ont interdit le Wi-Fi. Le canton de Neuchâtel. Oui, ah oui, c'est vrai. Là, je donne juste le lien sur la carte des antennes. Ça vous permet, sur cette carte, de voir quelles sont les antennes à proximité de chez vous. Il y a 4 catégories de puissance. Il n'y a pas beaucoup de détails. Ça vous donne quelques indications si vous voulez savoir si vous êtes exposé à des antennes, par exemple, si vous voulez changer d'appartement. Ce sont les stations de base de téléphonie mobile. Oui. Il y en a à peu près 6050 en Suisse, parce qu'il y a souvent une confusion entre antennes et station de base. La station de base, on va dire, ce sont les équipements d'émission. Et après, les antennes, en général, il y a 3 antennes qui émettent chacune dans une direction environ 120 degrés. Et donc, évidemment, on a plus d'antennes que de stations de base. C'est vrai qu'il y a une confusion, parce que des fois, les gens pensent qu'il y a 19 000 stations de base. En fait, c'est le nombre d'antennes.
Juste une petite précision. Et sur la carte que vous avez vue avant, il y a des couleurs différentes. Vous pouvez aller cliquer, vous pouvez zoomer, regarder près de chez vous. Vous entrez dans le programme votre rue avec la localité. Vous cliquez dessus et vous voyez les antennes à proximité. C'est une chose que vous pouvez faire. Maintenant, ça ne précise pas le rayonnement qu'il y a chez vous. C'est important quand même de le souligner parce qu'il y a des gens, ça m'est arrivé d'être chez des gens qui sont relativement près des antennes, il y avait peu d'ondes. Donc, en fait, la réalité, c'est d'avoir une mesure. Maintenant, la distance à laquelle on peut se trouver et qui crée un problème, des fois, j'ai des gens qui me téléphonent, qui me disent « Écoutez, j'ai vu, il y a ceci, cela, est-ce que c'est dangereux ?» Moi, je ne peux pas dire à distance, on ne peut pas dire comme ça ne serait pas sérieux de dire. Mais en général, sur les antennes, donc il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que plus vous êtes près, plus le champ est grand et plus potentiellement il y a de champs électriques dans les maisons. Mais potentiellement. En général, la distance à laquelle le rayonnement est le plus intense au niveau du sol, c'est à peu près entre 80 à 150 mètres en moyenne des antennes. L'antenne, elle émet un petit peu en contrebas. Pourquoi prendre garde à ça? Bon, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une composante basse fréquence de ces ondes, et puis ça affecte notre système nerveux, et ça se comprend facilement, parce que nous sommes des êtres, comme tu disais Pierre, bioélectriques, biochimiques, électrochimiques, on pourrait dire. Et puis voilà, donc là vous avez un peu le spectre des fréquences. Puis c'est clair qu'ici, nous on parle que des ondes radio, donc entre radio et puis jusqu'à four à micro-ondes et puis un petit peu au-delà. Mais clairement, là, vous voyez la bande où il y a la lumière visible, ici. Donc tout ce qui est au-delà, c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Et puis ça, on va pas en parler clairement, quoi. Donc voilà, ça c'est la 2G. Donc c'est plus tellement en usage, mais il y a toujours des téléphones qui les utilisent et puis des émetteurs. Voilà, ça c'est l'émission 2G, la 3G, voilà. Voilà, donc ça c'est la 3G. Le DECT. Alors, on peut comprendre que notre système nerveux n'aime pas tellement ça, et puis le Wi-Fi, vous allez voir, c'est pas mal non plus. C'est ça que fait un Wi-Fi quand il ne fait rien d'autre. Donc c'est le signal qu'on appelle le beacon en anglais. La modulation a changé avec les appareils numériques et c'est là où nous passons dans quelque chose qui est tout différent au niveau de la biologie. Alors, j'ai pris une lampe de poche ici qui permet de vous montrer ce qui se passe. C'est de la lumière, Okay. Parce que ça pourrait être des ondes radio, c'est simplement une fréquence qui est plus haute. Si je la fais clignoter, vous voyez tout de suite que c'est moins agréable. Elle est moins agréable, pourquoi? Parce que ça agit au niveau de vos cellules d'une façon un petit peu différente. Ce qui fait qu'elle dérange, c'est qu'elle est pulsée et qu'elle interagit différemment avec nos cellules. Et le secret des opérateurs se situe là-dedans et les problèmes des usagers aussi. Et c'est quelque chose qui est très préoccupant parce que de la manière dont ces signaux sont modulés peuvent venir plus ou moins en fonction des affinités avec l'organisme, des soucis de santé plus ou moins grands. Il faut imaginer que le corps humain, pour donner un ordre d'idée, on a 10 puissance 24 informations qui s'échangent chaque seconde. Ça fait un gros nombre. Alors si des gens font de l'informatique, ils savent probablement qu'on est assez loin de cette capacité de calcul sur les meilleurs supercalculateurs du monde. On arrivera peut-être en 2050 ou 2070 à traiter autant d'informations dans un ordinateur, mais ça prendrait une pièce plus grande que celle-ci, juste pour donner un ordre d'idée. Toutes ces informations circulent sans dégagement de chaleur. Vous avez remarqué que quand on pense, la tête ne chauffe pas. Et donc, ça veut dire que des champs électriques qui ne chauffent pas peuvent effectivement interférer avec les champs électriques du corps. Je peux aussi rappeler que certaines fréquences sont très très lentes. Le cœur avec 60 pulsations, on a 1 Hertz, qui est une fréquence basse. Et si on prend par exemple la chaleur que nous dégageons dans le rayonnement infrarouge, on est assez à l'opposé du spectre. On a une partie de transmission au niveau cellulaire qui se fait dans la lumière,
mais on n'éclaire pas la nuit. Mais au cœur des cellules, il y a des lumières extrêmement faibles. Les biophotons. Voilà, et puis même une partie de rayonnement ultraviolet au niveau des cellules. Ce sont des puissances infimes, mais ça veut dire en fait notre organisme utilise toute la bande de rayonnement non ionisant que nous avons développé, que nous utilisons. Et puis, juste en passant, vous vous êtes probablement rendu compte, vous savez qu'on a, sur la Terre, nous avons la chaleur du Soleil, des infrarouges, la lumière visible et puis un peu de rayonnement ultraviolet. En dehors de cette partie-là, dans toute une gamme qu'on appelle techniquement les micro-ondes, il n'y a absolument pas de rayonnement dans cette partie que vous voyez ici, qui est plutôt en violet, un peu sur ce plan rouge. Il n'y a absolument rien sur la Terre de mesurable. On a 10 puissance moins 10 microwatts par mètre carré. Ça veut dire rien du tout. Quand maintenant, dans des maisons, on en a 10 000 ou 100 000 microwatts. Vous voyez, on a un rapport de puissance 17 ou que sais-je. Donc on peut imaginer qu'on a une différence physique qui est absolument colossale. Pourquoi faire attention à ça? C'est pour éviter de développer des maladies graves, parce que, comme disait Pierre tout à l'heure, les gens qui sont dits électrosensibles, ça veut dire qu'ils sentent les choses. Eux, ils peuvent se protéger parce qu'ils ont une réaction quand ils sont exposés à des champs, alors que pour la plupart d'entre nous, on ne sent rien, donc du coup, on est de joyeux ignorants, puis on peut être exposé sans le savoir à des champs assez intenses qui peuvent potentiellement déclencher des maladies. C'est un petit peu comme le problème de la fumée. Il y a des gens qui ont fumé toute leur vie 2 paquets par jour, qui sont morts dans leur lit à un âge avancé. Ça ne permet pas d'en conclure que la fumée est innocente. On sait que ça multiplie par 40 le risque du cancer du poumon. Après, c'est justement des histoires de risques, c'est des histoires de terrain, c'est des choses complexes en fait. Et puis le fait de devenir électro-hypersensible, donc intolérant aux ondes, c'est vraiment quelque chose de sérieux, parce que autant être sensible, on peut dire mais c'est cool, comme ça je sens les ondes, je peux les éviter, mais quand on est intolérant, on développe des réactions qui sont très 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 gênantes et puis qu'on ne maîtrise absolument pas. Alors comment faire? On réduit l'intensité des ondes ou le temps d'exposition ou les deux. Et puis de façon à être dans du bon côté de la barrière. Alors oui, il y a des gens dont j'ai entendu parler, je n'en connais pas personnellement, qui étaient intolérants et qui ont pu se soigner, et, en tout cas nettement diminuer le problème. Mais ça veut dire que pratiquement il faut se mettre dans une zone blanche, donc où il n'y a pas d'ondes pendant un temps assez long. Ça tient non seulement aux ondes, mais à d'autres paramètres, notamment l'alimentation. Oui. Quand vous êtes dans beaucoup d'ondes, comme j'ai dit avant, votre système nerveux et l'organisme en général, les glandes, le système immunitaire fonctionne, je veux dire, il met le turbo, il fonctionne très vite. Mais peut-être, vous êtes couché toute la journée, des gens qui sont en intolérance sévère, ils ne font rien parce qu'ils sont épuisés, mais leur corps fonctionne à fond. En hiver, par exemple, si vous avez envie de résister aux virus et bactéries, vous pouvez avoir une certaine hygiène de vie. Avec les champs électromagnétiques, c'est un petit peu la même chose. On n'y pense pas, mais c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions pour remonter la pente à partir du moment où ça arrive. Mais je dirais la problématique aussi qu'il y a pour les gens qui sont dans cette situation, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont à même, d'une part, d'identifier l'environnement de ces gens pour savoir ce qu'il faut changer. Et d'autre part aussi dans le milieu médical, comme c'est peu ouvert, il y a peu de médecins qui peuvent aider et faire un peu avancer la situation des personnes. Et c'est aussi pour ça la préoccupation que j'ai dit hier à la télévision. On est en train de partir, là, si on écoute certaines personnes, vers des nouvelles technologies potentiellement à problème, mais derrière, on ne sait pas si on va assumer. Si on n'a pas des équipes pour gérer des situations telles que ce type, on part en disant voilà, il n'y aura pas de problème, tout va bien. Mais on voit à l'heure actuelle avec des gens qui sont dans des souffrances à cause des rayonnements non ionisants, ils n'ont pas le droit aux assurances. C'est pas reconnu au niveau assurance. Si vous êtes indépendant, par exemple, vous ne pouvez pas être aidé, vous ne pouvez pas vous assurer contre le risque d'exposition, puisque les assureurs ne le couvrent plus depuis environ l'an 2000. Au niveau du chômage, la même chose. Je veux dire, vous pouvez les assurances sociales peut-être, mais pendant une partie du moment. Donc ces gens
peuvent se trouver en incapacité de gagner un revenu et n'ont aucun moyen ni d'être aidés, une bonne prise en charge médicale pour la plupart des gens, et finissent sans revenu. Donc la situation peut devenir assez complexe. Et c'est aussi ce qui fait réfléchir sur une évolution au niveau de la 5G, c'est dire mais en fait il n'y a rien, il n'y a pas un système qui pourrait assumer, prendre en charge les personnes convenablement si ça se produit après. Beaucoup de gens utilisent donc des smartphones. Mettez-le en mode avion. Déjà, ça vous permet d'être plus relax, ça évite d'être dérangé. Et puis, au minimum, on peut également, je vous en reparlerai juste tout à l'heure, supprimer les données mobiles. Et ça vous permet de plus être tout le temps dérangé parce qu'on vous envoie des messages via Messenger, WhatsApp ou que sais-je. Il y a des moyens aussi de se protéger vis-à-vis du Wi-Fi. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Un câble, ça va très bien. Mais si vous avez besoin de Wi-Fi parce que vous avez, je sais pas, des adolescents chez vous, par exemple, il existe des échos Wi-Fi qui émettent 10 à 20 fois moins que les autres et qui suffisent parfaitement pour un appartement. De même, les téléphones de maison. Moi, je recommande un téléphone filaire, mais si vous voulez absolument un sans fil, il existe des écodecs qui n'émettent pas en permanence. Parce qu'il faut savoir que ces téléphones, les vieux modèles, ils émettent non-stop à des niveaux qui sont extrêmement violents. Puis ça, on ne le sait pas. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Alors l'électrosmog, pratiquement, comment ça se réduit? On quantifie les émissions avec des appareils. Là, donc Pierre, il a des appareils plus évolués que ce que je vous montre là. On quantifie les émissions, on identifie d'où ça vient, on réduit l'intensité, si on peut. Si on ne peut pas, on augmente la distance, par exemple. Et puis, si on ne peut toujours pas, on peut aussi réduire le temps d'exposition. Alors là, il y a une suite de conseils que je vous donne. Donc, c'est éteindre le Wi-Fi, ce que personne ne fait souvent, la nuit, si vous en avez un. Pas téléphoner quand on n'a qu'une seule barre de réseau. Pas utiliser de téléphone 2G, donc pas de vieux téléphone, parce qu'il vous arrose abondamment. Le plus souvent possible, enlever les données mobiles, puis les enclencher, par exemple, que 4 fois par jour. Et puis, utiliser un téléphone avec mode Eco Plus pour le DECT. Puis attention aux mises à terre aussi pour éviter les champs électriques parasites, quoi. Utilisez le mode haut-parleur quand vous pouvez. Ne collez pas le téléphone à l'oreille parce qu'il faut savoir que les champs radio, ça diminue avec le carré de la distance. Donc si vous êtes ici pour votre cerveau puis que vous passez à 30 cm au lieu de 3 cm, il y a un facteur 10, donc au carré ça fait 100, quoi. Donc c'est énorme. Puis du coup, ça vaut le coup d'avoir le téléphone comme ça à la main plutôt que l'avoir collé à l'oreille. Nous perdons de plus en plus le contrôle sur les radiofréquences de nos appareils. Les appareils Apple, à partir du iOS 11, quand vous mettez le mode avion, vous pourriez penser qu'il n'y a plus d'émissions Wi-Fi et d'autres émissions. C'était ça, en fait, le mode avion à l'époque, si vous vous souvenez, c'est parce qu'on pensait dans les avions, en phase de décollage et d'atterrissage, que s'il y avait des ondes émises, ça pouvait être dangereux, perturber les systèmes. Donc, mode avion coupait absolument toutes les émissions. Et c'est plus le cas chez Apple et peut-être d'autres constructeurs. Ça veut dire, quand vous mettez le mode avion, effectivement, si on mesure, il n'y a plus d'ondes. À partir du moment où vous bougez le téléphone, vous le reprenez, et le Wi-Fi se rallume, mais vous ne le savez pas forcément. Et si vous ne le rallumez pas en bougeant l'appareil, à 5h00, en fonction de l'heure de l'appareil, il se rallume aussi, le Wi-Fi, automatiquement. Donc ça, c'était juste le diagramme dont je parlais tout à l'heure, Pierre. On va peut-être pas forcément beaucoup s'étendre dessus. C'est juste pour vous dire qu'en fait, une antenne, ça rayonne pas du tout de manière homogène. Il y a des lobes comme ça, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Et puis, du coup, ça peut donner des valeurs assez différentes. Vous voyez que les gens qui sont juste dessous, ça, vous pouvez peut-être pas lire parce que c'est écrit trop petit, mais il y a moins d'intensité quand on est juste dessous que si on s'éloigne.
on a besoin d'une intensité de champ, ce qu'on explique là, pour transporter les fichiers, pour lire les informations. Si vous avez un gros fichier, il faut qu'il y ait un bon champ électrique pour que ce fichier transite rapidement. C'est pour ça que les opérateurs cherchent à avoir les signaux de plus en plus forts. Seulement, au niveau des micro-ondes, par rapport à l'environnement, elles peuvent varier de façon très très grande, sur des distances très courtes. Donc vous pouvez dire ici, je prends un exemple comme ça, il y a peut-être 100, et je déplace l'appareil là, et il y a 10. Et après, ici, il y a 170, et là, il y a 35, donc ça bouge partout. Là, j'ai utilisé des données qui viennent d'un peu partout. J'ai compulsé ça et ça a donné ça. Donc ça, c'est les normes de l'ICNIRP, qui est la norme internationale. La norme suisse, ici, à 6 volts. Ensuite, vous avez la résolution 1815, on en reparlera juste dans un petit moment. C'est une résolution qui a été signée au niveau du Conseil de l'Europe par 25 ou 26 pays, dont la Suisse, et qui demande de réduire à 0,2 volts par mètre l'irradiation, contrairement aux 6 qu'on a maintenant, et ça n'est absolument pas appliqué. Puis là, pour vraiment éviter tout effet néfaste, il faudrait être en dessous de 0,03, mais c'est vraiment difficile à atteindre. Voilà les sources. Résolution 1815, il suffit de cliquer, puis vous pouvez lire. Je vous encourage à le lire, parce que c'est vraiment un super document. C'est très digeste, c'est court, et puis c'est assez percutant. J'ai été très étonné de voir que ça avait été signé au niveau européen. Il y a des mécanismes qui ont été identifiés maintenant au niveau de la cellule, qui permet de voir qu'en fait, une cellule soumise à un champ électromagnétique, puis ça, avec la 5G, ça va être probablement encore exacerbé, vu que de toute façon, on rajoute quelque chose. Ça s'appelle les canaux calciques voltage dépendants, et ça fait qu'il y a des ions calcium qui pénètrent dans la cellule, et ça crée des désordres dans la cellule, donc des radicaux libres, et puis ça peut endommager l'ADN. Alors, qui dit dommage à l'ADN dit que potentiellement, ça peut créer un cancer. Ça, c'était trouvé par le docteur Martin Paul. Et puis, il y a aussi d'autres études. Donc, docteur Belpomme. Donc là, voilà, stress oxydatif, inflammation, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, réponse auto-immune. On voit qu'également, ça rend perméable la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière qui permet aux toxines et aux produits qui ne devraient pas y pénétrer d'éviter d'aller dans le cerveau. Une chose intéressante, c'est une patente de Swisscom. Actuellement, Swisscom, ils sont beaucoup sur la défensive. Ils vous disent que non, la 5G, il n'y a pas de danger. C'est les mêmes fréquences que la 4G. Donc, on est du bon côté de la barricade. Cette patente, elle date de 2004. Et puis, il y a un texte intéressant, là je vous le donne, l'original en anglais et la traduction. Donc ça, c'est Swisscom qui a écrit cette patente. Il a donc été possible de montrer que la radiation des systèmes radiomobiles pouvait causer des dommages au matériel génétique, en particulier aux globules blancs dans le sang humain, pour lesquels l'ADN pouvait être endommagé et le nombre de chromosomes changé. Ça s'appelle une aneuploïdie. Cette mutation peut donc, en conséquence, amener un risque accru de cancer. Et ça, c'est un document qui a été écrit par Swisscom, alors qu'eux, ils nient ce problème-là actuellement. Donc, je parlais du CO de Swisscom, M. Chépy. Une fois, je me suis demandé quel rayonnement il y avait chez lui, parce qu'en fait, ils nous font le forcing pour dire les ondes ne sont pas dangereuses, il faut augmenter la puissance des antennes. Alors, les intensités, on ne sait pas trop. C'est un peu bizarre parce que normalement, si on demande des augmentations, on devrait avoir des chiffres concrets, mais moi, je ne peux pas trop vous dire. Tu as entendu parler de 20 volts par mètre? Moi, j'avais entendu parler de 17. Oui, moi, j'avais entendu 17, puis maintenant, j'entends plutôt 20. Voilà, mais... bon. Donc, vous voyez, on parle de modification, mais personne ne sait dans quel sens on va modifier. Donc, vous voyez, 20. Hein. OK, on est à 6, vous avez vu tout à l'heure. Et je suis allé avec l'appareil là autour de la maison de M. Chépy, mesurer. Je n'ai pas été dedans, mais j'ai été autour. Quelle était la valeur, vous pensez, que j'ai mesurée? 0,2. Ouais, 0,2. Il y en a des qui ont allumé mes copies. Ouais, 0,2 volts par mètre. Donc voilà. Il est juste bien. Quoi. Alors ça veut dire que c'est des intensités que l'organisme peut compenser. On est dans des valeurs qui ne créent pas d'effet dans la durée. Et ça, c'était dans la rue. Hein. Quand je fais des mesures chez les gens, je vais à l'intérieur.
Là, j'avais pas les clés. Donc il a moins. Il a moins dedans parce que les murs absorbent. Voilà, donc sur un point. Après, il y a l'OMS, parce que vous lisez probablement ici et là que l'OMS dit écoutez, on n'est pas très au clair, on n'a pas définitivement statué, mais il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Quel est le niveau d'onde à l'OMS ? Ça, je pense qu'il y a pas mal, non? Parce qu'ils ont plein d'équipements. Là, je ne m'avancerai pas. Non, moi, je n'ai pas la conversion, mais 23 microwatts. Toi, tu peux nous dire. Donc, ça fait à peu près rien, quoi. À peu près rien. Et ces gens nous disent, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut monter les puissances à des valeurs très, très grandes. Tu arrives à combien ? Alors, 23 microwatts, ça fait 0,09 volts par mètre, donc c'est tout à fait raisonnable. Donc, comment on arrive à un résultat comme ça ? On le fait quand on est dans un bâtiment blindé. Ça veut dire si vous avez des parois métalliques et des vitres teintées. Vous voyez, certains bâtiments, ils sont très brillants, ils ont les vitres un peu bleutées, un peu cuivrées, etc. C'est parce qu'il y a des feuilles de métal très fines à l'intérieur qui empêchent les ondes d'entrer. Quand vous êtes dans un bâtiment comme ça, les ondes de dehors, si vous avez de la téléphonie en face, elles n'entrent pas dans le bâtiment. Vous avez aussi remarqué qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont comme ça, qui ont ce type de bâtiment. C'est pas un hasard. Bon, ça peut faire joli, il y a un côté esthétique sans doute, mais en fait, c'est parce que les entreprises ont la crainte par rapport au déploiement des technologies que des gens depuis l'extérieur puissent entrer dans leur entreprise et pénétrer les réseaux informatiques. Si vous avez un appareil informatique qui n'est pas assez blindé depuis l'extérieur, si les ondes traversent, vous pouvez entrer à l'intérieur du bâtiment. Donc, voilà un petit peu la situation réaliste. Nous avons des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de problème, mais chez eux, il n'y a pas d'ondes. Au sujet de la 5G, j'ai trouvé ce diagramme sur Internet. C'est pas secret. Pourquoi la 5G ? Donc, c'est une volonté de connecter tout le monde, connecter des objets aussi, vous en avez entendu parler, augmenter les débits pour transmission de vidéos de définition, masse de données diverses, servir plus de clients, réduire le temps de réponse du réseau pour permettre des services en temps réel comme les voitures connectées, les opérations chirurgicales à distance. Et puis on vous promet des vitesses de 20 à 100 gigabits seconde. Alors là, il y a un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que c'est complètement délirant, en tout cas pour ce genre d'engin qui n'en a absolument pas besoin, quoi. Cela, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est juste les caractéristiques du réseau. Il y en a juste une sur laquelle je veux insister, c'est l'efficacité énergétique du réseau. Parce que ça, on vous dira que la 5G, c'est beaucoup plus écologique que la 4 parce que ça consomme moins de puissance. Alors il faut savoir qu'en fait, ils ont rapporté cette efficacité énergétique. Ça veut dire que chaque bit d'information coûte moins en 5G qu'en 4G. Mais c'est rapporté au débit. Ça veut dire que comme vous avez un débit qui est 100 fois plus grand, en gros, vous êtes à peu près à la même chose, quoi. Plus il y a d'objets, plus il y a de rayonnement. Et ce qu'on vous dit, c'est que les antennes, c'est les mêmes fréquences, hein, vous avez compris, on vous donne des messages qui ne sont pas du tout justifiés. Sur les mesures que je fais, quand vous avez un objet connecté, les gens ont tendance à se dire, et le message passe facilement, c'est quelque chose qui fonctionne avec une pile, et on vous dit, mais ça va fonctionner pendant 10 ans avec une petite pile. Donc ça ne peut pas être dangereux, madame, c'est bon, vous risquez rien du tout. D'ailleurs, si c'était dangereux, ça ne se vendrait pas. OK. Mais bien sûr. Alors, vous avez des petits objets, mais ça peut être des choses totalement insignifiantes. Comment ça influence la biologie ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objets envoient des petites impulsions en fonction du programme des développeurs. Ça peut être toutes les secondes, ça peut être toutes les 10 secondes, ça peut être toutes les minutes. L'autre fois, j'étais chez quelqu'un, j'avais quelque chose à 5 minutes 15. Mais je peux vous dire, quand il faut chercher, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et plus vous avez d'objets connectés, plus vous avez ce type de signaux qui se passent. Pour expliquer un petit peu les effets, ce que ça peut faire, si je reprends de nouveau une autre image, c'est que si vous êtes dans une pièce, vous pouvez imaginer si vous avez un flash de photographie qui est posé à quelque part et qui donne toutes les 5 secondes ou 10 secondes ou toutes les minutes une immense puissance lumineuse. Au niveau de votre vision, ça vous dérange. Si c'est une fois, ça ne dérange pas. Mais imaginez si vous êtes dans une pièce où vous avez un flash comme ça dans votre bureau ou chez vous, toutes les minutes, chaque fois que vous êtes dans votre bureau. Les objets connectés, ça fonctionne un petit peu de cette manière. Ce sont des radiofréquences qui, ça dépend de la puissance de l'objet, mais de ce que j'ai mesuré dans une distance de 3 à 5 mètres de ces objets qui fonctionnent sur pile et qui paraissent absolument anodins, on voit de temps en temps des impulsions et
dans le métabolisme humain, ça peut produire des dérèglements selon la modulation, et c'est là où tout le secret des choses, qui peuvent durer jusqu'à 15 secondes. Ça veut dire que dans vos cellules, ça crée un dérèglement et que l'organisme a besoin de temps pour revenir à la valeur normale. Donc vous pouvez avoir un objet qui émet quelque chose toutes les 10 secondes, et en fait, votre organisme est en permanence déréglé. Alors, c'est un effet physiologique et peut-être pas un problème, mais vous comprenez que si on dit physiologique ou pathologique, on ne sait pas situer cette différence. Dans quelle base de temps ça se produit? Quelque chose qui n'est pas un problème pendant 10 minutes peut faire une pathologie après 20 ans. Un petit mot, par exemple, sur les compteurs communicants. Vous avez beaucoup entendu ça. Certaines personnes les ont chez elles sans savoir, pour l'eau ou pour le gaz. On vous dit ça communique 10 secondes par jour, la nuit. C'est un peu les communiqués que vous avez. Non. Un compteur, les objets communicants communiquent tout le temps. Un objet communicant, si on vous parle de compteur d'eau qui envoie une information une fois par année pour le relevé de la facture, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait d'une information qui vient au jour des réseaux une fois par année? Ça ne sert à rien, à personne. On ne va pas dépenser de l'argent pour faire un truc qui envoie le total. Non. Ceux que je mesure envoient toutes les 8 secondes. Ils envoient une information qui va transiter par les Wi-Fi ou par que sais-je. On ne sait pas, hein, mais je le mesure. Ces données servent à gérer les réseaux. Ils vont dire que ça permet d'optimiser, mais l'électricité, le gaz et tout ce genre d'appareils. Donc vous êtes à côté d'un compteur de gaz, l'autre côté du mur. Exemple que je vois, le compteur de gaz s'arrête quand c'est les beaux jours, vous avez un chauffe-eau électrique, donc il n'y a plus de gaz. Pendant tout l'été, à côté de votre lit, toutes les 8 secondes, poum, 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 il y a une impulsion qui crée un stress. Les gens ne le savent pas, mais ils me disent je dors mal. Et voilà, on est dans des choses comme ça. À l'heure actuelle, nous avons très peu d'objets connectés. On nous promet la 10 puissance 6 par kilomètre carré, et même beaucoup plus. Un des problèmes est là. C'est que, imaginez si en 3 à 5 mètres, un objet influence votre biologie. Imaginez si vous en mettez 50 dans votre maison. Mais vous ne saurez pas forcément lesquels c'est. Vous ne saurez pas comment ils envoient des signaux, parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Si vous posez la question au service technique, ils vont tout faire pour ne pas répondre. Donc personne ne le saura jamais. Et ça, c'est une des questions très complexes pour déterminer les dangers de la 5G et de ces objets connectés, parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments variables. La 5G veut vraiment, c'est un truc tentaculaire qui veut s'occuper de l'énergie, de la santé, de l'industrie, du transport, des voitures autonomes, donc les médias. Donc c'est vraiment une technologie qui veut se mêler de tout. Et puis ce qui est frappant là-dedans, c'est que l'énergie, je veux dire, c'est que des choses qui sont fixes. Je veux dire, on produit en général de l'énergie avec des postes fixes. La santé, la télémédecine, je veux bien, mais si je suis opéré par télémédecine, moi je préférerais que ça passe par fibre optique plutôt que par un réseau qui peut tout à coup avoir un problème. Et puis, il me semble que c'est aussi une application fixe. Je vois mal le patient se fait repérer sur un lit à roulettes en train de se déplacer. L'industrie, les machines connectées, je sais pas, une machine, ça bouge en général pas beaucoup dans une usine. Les robots, oui, ça, ok, les robots, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment la 5G, c'est un tsunami mondial. C'est quelque chose qui se répand partout. Et pourquoi? C'est très simple, c'est que les enjeux économiques sont énormes. Et puis, les ventes de smartphones plafonnent un peu, puis il faut trouver quelque chose pour doper un petit peu cette économie-là. Les voitures autonomes, alors ces voitures autonomes, elles existent déjà aux États-Unis et elles fonctionnent sans 5G. Donc nous dire que c'est absolument indispensable pour que ça fonctionne, je sais pas, Pierre, tu veux dire un mot à ce sujet? J'ai vraiment analysé ça parce que ça m'a interpellé. Donc aucun concepteur automobile ne base la sécurité de la voiture sur la 5G. Dans la voiture, il y a des processeurs et des capteurs, et c'est uniquement eux qui vont gérer la sécurité, les freinages du véhicule. Vous avez entendu cette phrase comme quoi il y a un temps de latence plus court et que ça permettra de gérer les véhicules. Non, je crois qu'aucun constructeur ferait ça. Après, sur la question du volume des données, les voitures pourraient produire un nombre de données énorme. On parle de 4000 gigaoctets par jour. Donc, vous voyez, ça fait, si vous convertissez ça en CD, en DVD, ça fait 1000 DVD, quoi, chaque jour. Du point de vue des réseaux de téléphonie mobile, ça serait impossible de transmettre ce genre de données, même si
si on écoutait les opérateurs. C'est trop énorme, ça n'est pas possible. Donc, on entend beaucoup de choses invraisemblables au niveau physique ou technique. Oui, tout à fait. Je suis donc la voiture connectée, ça, hein. Il y a une petite précision. Vous avez des véhicules navettes qui peuvent circuler avec les ondes, mais c'est différent. Vous comprenez qu'un véhicule qui se déplace à 20 km/h entre un aéroport et un hôtel, c'est pas vraiment compliqué les données. Il connaît bien le parcours, c'est différent. Hein. On parle de la voiture. On nous dit, j'ai lu que les opérateurs disaient qu'avec grâce à la 5G, on allait rouler en convoi sur les autoroutes en Suisse. Vous voyez, moi je veux bien en 2060 peut-être. Il faut savoir qu'en Suisse, la moyenne d'âge des véhicules est de 8 années. Et donc, c'est à peu près la durée de vie, la durée d'une génération de téléphonie mobile. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les gens... regardez le parc de voitures qui pourrait rouler avec des technologies radio, il n'y en a pas. Dans 8 ans, il n'y en aura pas beaucoup. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est un doux rêve. Les opérateurs rêvent éveillés. Alors c'est intéressant de voir ça, mais... Voilà, on a un problème, et de mon point de vue, s'il y a des transmissions de données au niveau de l'automobile, ça sera par faisceau lumineux, parce que là, on peut transmettre beaucoup plus de données, mais ça ne fonctionne pas encore à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'implémentation de la 5G? Donc là, c'est nouveau une figure là, de marketing que j'ai repris de sites spécialisés sur la 5G. Donc, c'est les domaines qu'on a envisagés tout à l'heure. Je vois des dossiers de mise à l'enquête. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle d'une 5G indispensable et magnifique, mais quand les opérateurs font des mises à jour à l'heure actuelle d'installation, ils ne marquent pas 5G sur les plans. Non, ils marquent mise à jour de l'installation. Moi, je n'ai pas encore vu un plan où il marquait 5G, mais on sait que c'est de la 5G parce qu'il y a des fréquences qui sont attribuées à la 5G. Si vous voyez sur un plan 700 MHz au niveau des antennes ou à quelque part dans les documents techniques, c'est que c'est de la 5G. Il y a une doctoresse américaine qui a fait un très chouette discours de 5 minutes. Malheureusement, il n'est pas sous-titré, mais je vous donne la traduction ici. Elle vous dit ça. Les radiations du sans-fil ont des effets biologiques. Point à la ligne. Ce n'est plus un sujet de débat. Les effets sont visibles dans toutes les formes de vie, plantes, animaux, insectes, microbes. Chez les humains, nous avons une claire évidence concernant le cancer. Il n'y a pas de question. Nous avons une évidence de dommages à l'ADN, de cardiomyopathie qui mène ensuite à l'attaque cardiaque et d'effets neuropsychiatriques. Donc la 5G, ce n'est pas un débat au sujet de savoir si ces effets biologiques existent, ils sont clairement là. La 5G mène à des coûts de santé qui seront insoutenables. Ces radiations provoquent aussi le diabète par augmentation du taux de sucre dans le sang. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait validé scientifiquement. Ça, vous l'avez vu dans la presse, c'est que la 5G constitue en fait une expérience sur l'humanité, sur des humains non consentants. Ça a été dit par Daniel Favre, entre autres. Du moment qu'il y a une action qui est posée, il y a forcément une personne qui doit endosser la responsabilité. Donc les opérateurs sont complètement dédouanés de toute responsabilité quant aux impacts santé de leurs installations, alors que même qu'ils prétendent qu'il n'y en a pas. Mais les assurances refusent de couvrir. Donc, à mon avis, c'est soit la commune, soit le privé qui accueille l'antenne qui endosse cette responsabilité. Alors, il peut se dédouaner actuellement en disant « mais c'est dans les normes ». Mais ce qu'on peut lui dire, c'est « oui, maintenant, c'est dans les normes. Et moi, je vous avertis qu'il y a un problème santé. Je vous donne les documents. Si dans 5 ans, 10 ans, on prouve qu'effectivement, il y a un gros problème santé, vous le saviez. Donc, vous avez assumé cette responsabilité ». Alors oui, j'ai fait des mesures dans la forêt. On avait fait des mesures avec ma compagne aussi. Juste, c'était un gros arbre, hein, c'était un truc comme ça. Il y avait une antenne qui était juste en face. Vous mettez derrière l'arbre, le champ il chute énormément. Pourquoi? Parce que l'arbre est humide, conducteur, et puis que les ondes radio se font absorber par l'arbre. Maintenant, c'est clair que si vous avez une forêt, j'ai ça près de chez moi. Dès qu'on entre dans la forêt, le champ diminue tout de suite, quoi. Ça c'est clair, quoi. Je pars avec les appareils de mesure dans les champs. Si vous êtes à 1,5 km d'une antenne, et je vous assure que si vous allez vous balader en Suisse romande, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous êtes à 1,5 km d'une antenne, l'organisme est encore en stress.
par rapport à ça. Ça veut dire, en fait, vous n'êtes pas en train de vous reposer au niveau, disons, cellulaire. Hein. Votre organisme est perturbé par le rayonnement de la téléphonie mobile. Il n'y a que dans la forêt, effectivement, qu'il n'y a pas d'ondes. Pour moi, c'est aussi préoccupant parce que ça veut dire qu'on a de moins en moins d'endroits où le corps peut bien récupérer. Je vois beaucoup de gens qui vont des fois vivre dans certains endroits en se disant il n'y a pas d'ondes. Des fois, c'est pire. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ondes auxquelles on ne s'attend pas dans certains endroits reculés. Donc, on pense à la téléphonie mobile. Donc, si vous regardez la carte que tu as montrée tout à l'heure, en ligne, grosso modo, quand vous avez ces petits points de 3, 4G, quand vous êtes à plus de 2 km, il y a à peu près plus de rayonnement, disons, qui peut vous perturber. Par contre, il y a une chose à laquelle les gens ne pensent pas, ce sont les radars tournants. Il y a des radars à Payerne, il y a des radars à Torny, il y a des radars en hauteur sur les cantons de Genève. Et quand vous êtes dans certains endroits, typiquement en montagne, dans des endroits où les gens pensent qu'il n'y a pas d'onde, le radar passe toutes les 3 secondes 8 et crée un stress qui peut être assez important à des grandes distances. Alors ça, je l'ai vu en montagne, effectivement, ça se voit avec même des appareils très simples comme ça. On voit tout à coup, il y a des toucs, il y a des pics comme ça, puis on se dit, mais c'est quoi? Ce qui pourrait se passer avec la 5G, c'est qu'il est possible techniquement qu'il y ait un partage des équipements. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si vous êtes auprès d'un opérateur, vous utilisez l'infrastructure technique de cet opérateur, donc là, ces antennes, ces appareils. Techniquement, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Hein. Vous pourriez être auprès d'un opérateur et si son infrastructure n'est pas suffisante, vous pourriez basculer auprès des équipements techniques d'un autre opérateur sur le même site, ce qui éviterait de multiplier les antennes. Maintenant, il faut savoir s'ils vont appliquer ce paramètre-là. Ils vont peut-être le faire à cause du problème du maximum dans lequel ils vont taper. Maintenant, un petit point sur les opérateurs. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, je suis là pour vous parler de choses réalistes. Si les opérateurs ont pu dépenser combien 380 millions. Oui, c'est ça. Oui. C'est quand même l'argent que des gens leur ont donné par leur téléphone. Donc moi, je n'ai pas de smartphone. C'est un comble, hein, je suis ingénieur, je n'ai pas de smartphone. Mais bon, je ne vous dis pas de faire comme moi. Je dis simplement qu'on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui hurlent contre les opérateurs. Je ne crois pas que c'est la bonne solution. Hein. Les gens font leur boulot, ils sont payés, et il faut juste se poser la question si c'est bien de donner beaucoup de sous aux opérateurs. Après, les gens se plaignent qu'il y ait plein d'installations. Très concrètement, s'ils n'avaient pas tous les abonnés en Suisse, il y a quand même 10 500 000 appareils, smartphones, hein. On n'aurait pas toutes ces infrastructures. C'est en fait la troisième raison pour laquelle je ne veux pas de 5G, c'est que ça ouvre la porte à un monde qui sera ultra numérisé, ultra robotisé, un monde où on peut tout contrôler, savoir ce que vous avez fait, parce qu'après on nous dira que pour des raisons de sécurité, il faut de la reconnaissance faciale, comme ça va se faire en Chine ou des choses comme ça. Alors c'est pas sûr que ça va se faire, mais ça ouvre la porte à ça et du coup c'est un danger sociétal, je dirais. On a entendu dernièrement plusieurs fois que les gens sont beaucoup plus exposés à leur smartphone qu'aux antennes relais, en fait. J'ai lu des comparaisons, genre un appel d'1 minute correspond à un mois d'exposition à une antenne relais. On ne peut absolument pas dire ce genre de choses. Hein. On ne peut pas comparer ces éléments qui sont différents. Il y a une chose en science qu'on sait depuis très longtemps, au niveau des rayonnements, et c'est quelque chose de très particulier, parce que d'habitude, en physique, plus un agent entre dans votre corps, plus il agit. 1000, c'est plus que 100 et c'est plus que 10. Avec les ondes, ça n'est pas le cas, et nous le savons depuis très longtemps. Dans l'organisme, il y a des fenêtres de densité, de puissance. À certaines valeurs, les champs agissent beaucoup plus dans le corps qu'à d'autres valeurs. Je vous donne n'importe quel chiffre, par exemple entre 3 et 4, mais c'est totalement arbitraire. Entre 3 et 4, un rayonnement donné peut actionner des choses au niveau de la cellule, mais à 10, pas. À 15, pas. À 20, pas non plus. Et en fait, ce qui est important, c'est que où un effet peut beaucoup plus se produire, c'est quand vous êtes dans une certaine de ces valeurs. Donc, ce sont des phénomènes très complexes et on ne peut pas tirer de conclusions très rapides. Alors oui, le téléphone près de la tête vous expose à un champ beaucoup plus fort. Maintenant, il faut être au clair, vous avez la possibilité, vous choisissez cette exposition en tant qu'utilisateur. Vous pouvez l'éviter. Quand vous êtes à côté d'une station de base,
vous ne l'évitez pas. Maintenant, il y a un autre point aussi qui est important à savoir, c'est que quand vous êtes à côté de quelqu'un qui téléphone, vous êtes dans ce champ. Vous êtes comme un fumeur passif à côté de quelqu'un qui a une cigarette. Vous êtes dans le rayonnement d'un téléphone. Et dans certains cas, c'est une zone qui peut être à peu près de 10 mètres de distance. Alors, l'orgonite, je n'ai pas testé. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui vous proposent plein de choses pour vous affranchir, entre guillemets, des effets des ondes. Moi, je suis très prudent avec ça, parce que donc, je suis en relation avec une personne qui est intolérante aux ondes. Elle a eu l'occasion de tester plein de ces systèmes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en discutant avec d'autres gens, certaines personnes trouvent que tel ou tel système est efficace pour eux, et puis tant mieux. Mais là, mon amie, elle a dit non, ça marche pas, ça marche pas. iLike, ça marche pas, ça marche pas. Ça ne la convainquait pas. Moi, ce que je trouve, là, juste par rapport à iLike, c'est que je trouve franchement pas correct leur façon de faire. Donc déjà, c'est du multi-level marketing. Moi, j'aime pas ça, mais ça, c'est personnel. Mais du coup, quand vous discutez avec quelqu'un qui essaye de vous vendre quelque chose, ben, vous sentez qu'il y a un intérêt business derrière. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils vous disent que ça transforme les ondes en ondes bénéfiques. Et ça, à mon avis, on n'a absolument pas le droit de le dire. Je trouve même que c'est criminel, parce qu'on m'a parlé de gens qui glissaient un attel avec la puce de protection sous l'oreiller du bébé en pensant que c'était bon pour lui. Donc, évitez de faire ça. Maintenant, voilà, mon ami était confronté à ce problème parce qu'il y a Salt qui a une antenne à 80 mètres de là où elle habite. Et puis, voilà, elle a vu que les valeurs qu'on mesurait avaient triplé. Puis du coup, elle s'est mise à paniquer. Elle a dit, mais moi, je vais pas tenir, quoi. Et puis là, j'ai fait des recherches sur Internet, puis j'ai trouvé un système que je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer ça sur une espèce de cône comme ça. Et puis, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je peux essayer. J'ai 30 jours pour le retourner, je suis pas content. Puis on a essayé ce truc-là, puis elle a dit, ah ben ouais, alors là, ça va mieux. Puis moi, qui suis absolument pas sensible, ouais, je dormirai pas sur un Wi-Fi quand même, hein, mais je suis vraiment pas sensible. J'ai senti quelque chose. Donc voilà, après, c'est à chacun de faire ses expériences, mais on ne peut pas dire que ça va fonctionner. Donc pour moi, ce qui reste, c'est diminuer l'intensité des ondes, faire des mesures, agir sur toutes les sources de rayonnement, y compris les siennes, parce que, comme disait Pierre, je rencontre plein de gens qui disent « Ah ouais, non, mais mon Wi-Fi me fait rien, c'est celui du voisin, par contre, qui... etc. » Puis ça, je l'ai vu plein de fois. Non, mon téléphone, non, mais laissez-le moi, il me fait rien, mon téléphone. C'est mon petit chéri, c'est It's my precious. C'est vraiment ça, quoi. Et une petite chose là-dessus pour ces moyens de protection, moi je dirais, faites les expériences vous-même, observez. Si vous vivez avec quelqu'un, ou sinon arrangez-vous, si vous voulez tester quelque chose comme ça, quand vous dit vous mettez ça à côté de votre lit et ça va mieux, ben vous prenez le bon objet, vous le mettez dans un carton, et vous trouvez un autre carton équivalent, vous arrangez pour ne pas savoir si l'objet est là ou pas, et vous dites, ben voilà, tu me mettras un truc sous le lit, et on essaye, vous croisez, vous faites des expériences comme ça vous permettra, vous, de déterminer des choses de ressenti. Les vendeurs, eux, ils vont vous annoncer plein de choses mirifiques. Il y a des effets placebo, il y a des choses comme ça dont il faut tenir compte, mais vous pouvez le faire, vous avez un corps, vous avez du ressenti, vous pouvez déterminer quelque chose, mais ça prend du temps. Il ne faut pas vous attendre à des résultats immédiats, mais faites-le si vous avez envie de faire des choses, votre organisme il retourne plein d'informations par rapport à l'environnement. Bien, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Vincent Ruchet. On a parlé des dangers de la téléphonie, de la 5G et des ondes en général. Moi, j'ai passé de l'autre côté. La téléphonie m'a affecté. Donc, je suis devant vous avec ce vêtement qui peut paraître grotesque et qui est complètement inadapté. Pourquoi ? Parce que mon visage n'est pas voilé. J'ai fait ce choix ce soir parce que la majeure partie des gens de cette salle ont éteint leur portable et les valeurs seront potentiellement acceptables pour moi. J'étais technicien en téléphonie chez Sony Ericsson, Nokia, etc. On était bien logés, on était grassement payés et les valeurs que l'on demandait, on nous a toujours dit que c'était dans les normes et sans danger. J'ai fait confiance jusqu'au jour où je suis pratiquement tombé en catalepsie à mon bureau. Il m'a fallu plusieurs semaines pour définir, c'est ça le problème.
J'ai été dans un chalet, je suis revenu, et chaque fois que je revenais, ça n'allait pas. J'ai pu identifier le problème et j'ai pris des mesures. J'ai changé de travail, j'ai repris une ferme, je suis à la campagne et ils ont planté des antennes tout autour de la ferme. Ce qui m'oblige maintenant à travailler par 30-35 degrés l'été avec ce vêtement, avec un filet complet sur la tête, devant mes antennes. Donc, l'électrosensibilité, ça veut dire quoi pour une personne? Ça veut dire qu'aujourd'hui en Suisse, on est environ 800 000, à peu près. Ça veut dire que ces personnes, en règle générale, perdent leur travail. Ce qui n'est pas mon cas, parce que j'ai eu énormément de chance. Et j'ai pu m'organiser. Mais la grande majeure partie de ces gens perdent leur travail. Dans le meilleur des cas, si leur mari peut continuer à travailler ou leur femme, il y a une solution, mais autrement pas. Donc, la vie sociale de l'individu disparaît complètement. Imaginez-vous, plus de magasins, plus de restaurants, plus de cinéma. Vous devenez des ours dans des grottes. Voilà dans la direction que l'on va. L'électrosensibilité, c'est ça. Donc, les gens peuvent glisser sur des cas sociaux, simplement. Alors après, ça dépend de la volonté de la personne à se libérer de ses gadgets, à prendre les mesures pour nettoyer, purifier l'habitation. C'est dur, c'est très dur. Du moment qu'on a défini jusqu'à qu'on prenne les mesures, dans mon cas, il a fallu 1 année. Et la majeure partie des gens, c'est beaucoup plus. Donc je vous encourage, allez de l'avant, faites attention. Cette téléphonie, aujourd'hui, on sait, elle est dangereuse et potentiellement, elle peut même tuer. C'est le mot final. Je vous remercie. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une réglementation qui dit que l'opérateur n'est pas obligé de faire une mise à l'enquête si il utilise les mêmes bandes de fréquence qu'avant et puis qu'il n'augmente pas le niveau de plus que 0,5 volts par mètre pour autant qu'il n'était pas proche de la limite avant. Ça veut dire que c'est clair que si la limite c'est 5, puis qu'il était à 4,9, il n'a pas le droit de monter de 0,5 de toute façon. Puis s'il était à 4,5, il n'a même pas le droit de monter à 5 parce que c'est une augmentation de 0,5. Voilà, c'est ça que je sais. Du coup, en théorie, il faudra voir si c'est suivi. Si ils font ça dans des bandes de fréquences nouvelles, en principe, ils devraient demander un permis de construire. Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est multifactoriel, clairement. Maintenant, on peut quand même, ça se fait au niveau de statistiques. Typiquement, on voit que, je sais pas, par exemple, les conducteurs de train qui sont soumis à des champs magnétiques et des champs électriques importants, ils ont plus tendance à développer des scléroses en plaques, par exemple, et du coup, on en déduit qu'il y a un risque accru, par exemple. Je dirais, on a quand même pas mal de signes qui nous incitent en tout cas à la prudence. C'est aussi le message qu'on souhaite vous faire passer ce soir. Dans tous les cas, par rapport, d'une manière générale, à la pollution environnementale, on est sur des bases statistiques. Si on dit est-ce que cette personne a le cancer à cause de la téléphonie, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il faut être clair. Il y a des gens qui disent j'aimerais arriver à prouver. Waouh, ça c'est une mission à peu près impossible, quoi. Ça reste quelque chose de statistique parce que ce sont tous des phénomènes qui sont très longs et souvent imbriqués. Ça veut dire que ce qui peut arriver, vous pourriez avoir un cancer parce que votre système immunitaire n'arrive pas à réagir correctement par rapport à un toxique cancérogène, par exemple le benzène, qui est un produit, une molécule qu'on trouve avec des gaz brûlés, par exemple. C'est pas le champ électrique qui aura donné ce cancer, il aura affaibli votre organisme, qui n'aura pas pu se défendre contre cette molécule. Par exemple, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc c'est une interaction où le champ électrique, qui peut venir d'un appareil Wi-Fi par exemple, peut participer au phénomène. Et en fin de compte, je crois qu'on est arrivé à un stade où il y a beaucoup de choses comme ça qui rendent l'environnement moins sûr. Et ce qu'on vous invite avec Olivier Bodelman, c'est de limiter tous ces facteurs d'incertitude dans votre propre quotidien pour que vous preniez le moins de risques possible. Après, comme on a dit, il y a des gens qui vivent dans des champs électromagnétiques, par exemple élevés, et qui n'ont pas de soucis de santé, et d'autres qui ont une vie assez normale, peut-être qui ont des problèmes. Vous voyez, bien sûr, il y a une grande partie d'inconnus.
pour l'instant, il y a peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Alors effectivement, par exemple, vous parlez de la maladie de Lyme, c'est une piste intéressante. Je connais des gens qui, effectivement, ont été piqués par des tiques, qui ont eu un début de borréliose, qui ont été traités par antibiotiques, et puis qui ont quand même développé des symptômes ensuite d'intolérance aux ondes électromagnétiques. Alors après, c'est très difficile, voire impossible de faire le lien, mais il semblerait qu'il y a un lien, effectivement, entre les borrélies et puis les ressentis des personnes qui sont soumises à des rayonnements électromagnétiques et puis qui sont en état d'intolérance. Et puis après, c'est plein d'études qui doivent être faites et puis il y en a qui sont faites, mais c'est pas encore suffisant, quoi. Premier point qui est vraiment très important, c'est qu'on est en interaction avec le vivant, et que le vivant est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, il y a des gens qui prétendent avoir tout compris. Quand on dit une chose est inoffensive, ça voudrait dire on a tout compris finalement du vivant. Là, on sait que nous sommes des êtres électriques, que tout ce que nous faisons est quelque part électrique. Et donc, quand on est dans des environnements qui envoient des ondes, ça paraît quand même assez logique de se dire qu'il peut y avoir un certain nombre d'interactions.